Pour terminer cette série de tables rondes, une sacrée question, l'avenir de l'élevage. Je me garderai bien de proposer des réponses. Je ne sais même pas si quelqu'un peut imaginer une réponse. Ça dépend à quelle échéance, évidemment, on se positionne. Mais je propose de vous donner successivement la parole. Alors tout d'abord à Philippe Mauguin, qui est le président directeur général de l'INRAE. Donc s'il y a quelqu'un qui doit avoir quelques pistes pour nous éclairer, c'est bien vous. Et puis ensuite à vous, Marie-Thérèse Bonneau, je suis très contente de vous accueillir. Vous êtes vice-présidente de la Fédération nationale des producteurs de lait. Je vais chacun vous donner 5-10 minutes pour exposer votre point de vue, mais ensuite je vous titillerai, si vous me permettez. Je vous en prie, c'est à vous, Philippe. Merci beaucoup, Madame Parisot, Mesdames et Messieurs, cher Louis Schweitzer, s'il nous entend, il doit être en train d'accueillir le ministre. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui dans ce lieu prestigieux qui, évidemment, convient bien à nos échanges, à nos débats. Alors la question qui m'a été posée par Louis Schweitzer et que vous relayez, l'avenir de l'élevage, évidemment, c'est quelque chose de complexe. En même temps, c'est un sujet qui, évidemment, préoccupe et engage les chercheurs. Les chercheurs d'INRAE, mais pas uniquement. On a des coopérations au niveau international. Et donc, si on veut se porter à l'horizon 2050, qui est un horizon qui paraît lointain, mais finalement, les décisions qu'on prend aujourd'hui auront un impact sur la planète, il faut qu'on considère l'avenir de l'élevage au regard, évidemment, de l'enjeu de la sécurité alimentaire mondiale, au regard du dérèglement climatique, de la biodiversité, des changements globaux, de la transition ou des évolutions démographiques. Et évidemment, je n'ai pas beaucoup de temps pour tout développer, mais ce que je voudrais dire ici, c'est que on a des travaux qui montrent que les filières animales à l'échelle de la planète vont évoluer, vont devoir évoluer, mais qu'on aura besoin de filières animales et d'élevage pour boucler des systèmes de production agricole durable. La base de finalement l'agriculture plus ancienne, avec le cycle des matières organiques, la relation entre le labour, le pâturage, on ne l'a pas oubliée et surtout on va devoir la redécouvrir si on veut effectivement s'engager à l'horizon 2050 dans une économie décarbonée. Avec la décarbonation, évidemment, c'est pas faire sans carbone, c'est faire avec du carbone renouvelable, c'est faire avec de l'azote renouvelable et non pas avec des engrais fossiles. Donc on aura besoin pour l'équilibre organique de nos productions d'élevage. Après, ça ne veut pas dire que ça sera dans les mêmes conditions et dans les mêmes quantités que ce qui est produit aujourd'hui de par le monde. On a un chiffre parce qu'il y a souvent des polémiques sur finalement est-ce que l'élevage n'est pas contradictoire justement avec l'équilibre alimentaire du monde parce que le rendement protéique d'une protéine animale par rapport à une protéine végétale étant moins bon, ça consommerait plus d'espace et on n'arriverait pas à boucler l'équation. Ça serait vrai si on comparait les formes les plus intensives d'élevage qui sont y compris menées hors sol avec des consommations de produits qui sont très élevées. C'est évidemment beaucoup moins vrai quand on parle d'élevage ruminant à l'herbe. Et je rappellerai que la photosynthèse produit sur la planète à peu près 6 milliards de tonnes de biomasse par an et une bonne partie de cette biomasse, elle est produite sur des terres qui sont peu mécanisables ou pas mécanisables et peu cultivables. Et donc, dans ce cas-là, ça change évidemment complètement le bilan, parce que ce n'est pas à la place, c'est ça ou éventuellement la progression de la forêt qui a aussi de l'intérêt d'un point de vue écologique, stockage du carbone, mais qui n'a pas de fonction alimentaire. Donc ça me paraît être un élément important. On peut dire que l'élevage aujourd'hui, c'est un peu plus de le moyen de subsistance d'un peu plus de 800 millions de petits agriculteurs dans le monde, pour qui c'est le seul outil de fertilisation des sols. C'est une force de traction. Évidemment, je ne veux pas, derrière cette vision de l'élevage des pays du Sud, masquer d'autres filières animales qui sont celles des pays développés ou très développés. En termes de contribution à l'alimentation de la planète, on a une grande disparité des régimes de consommation de protéines animales. On peut aller de carences nutritionnelles dans les pays africains qui sont avérées, où il y a insuffisamment de viande consommée, notamment chez les enfants. On est en moyenne à 10 kg
de viande, de protéines animales par an et par habitant, jusqu'à des excès en Amérique du Nord ou en Australie, où on peut dépasser les 100 kilos par an et par habitant. Et nous, la France, l'Europe, on doit être, sous le contrôle de nos experts, plutôt aux alentours de 75 kilos. Si on suivait tous, à l'échelle de la planète, les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, on aurait un rééquilibrage, et c'est là-dessus qu'on travaille au niveau de la recherche, pour consommer plus de protéines végétales et moins de protéines animales dans les pays du Nord de façon schématique, et rattraper une carence en protéines animales, notamment dans l'Afrique subsahélienne. Donc, et peut-être aller vers un équilibre 50-50 plutôt que d'être dans une situation où on est à 60-40. Donc ça donne un ordre d'idée. Donc ça, c'est un premier message. On aura besoin, pour boucler nos cycles biogéochimiques en 2050, on aura besoin pour une agriculture durable d'avoir de l'élevage. Et on aura besoin d'avoir des filières d'élevage durable. Probablement, on consommera moins de protéines animales et plus de protéines végétales. Et ça donne des perspectives pour essayer d'optimiser ces filières dans leur rapport bilan environnemental, rémunération des éleveurs et bien-être animal. Et c'est donc bien là-dessus qu'on travaille en termes de recherche, à la fois en combinant des recherches scientifiques un peu pointues, comme ça vous a été présenté ce matin par Alain Boissy au titre du Centre national de référence, en menant des projets d'innovation comme le LIT Westerel qu'évoquait Louis Schweitzer et qu'a présenté ce matin aussi Hervé Guillaumard. On combine ces approches de recherche fondamentale et d'innovation. On ne s'attendait pas à vous voir arriver comme ça par derrière. J'étais en plein train de parler, on n'a pas pris toutes les dispositions pour vous saluer. J'ai envie de dire surprise. Voilà. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Voilà, donc peut-être, je ne sais pas si je termine mon propos introductif. Oui, bien sûr. Voilà, je crois que le ministre a accepté d'écouter notre table ronde. Exactement, mais je dois avouer, je me suis assis là, mais peut-être qu'il fallait que je me sois là-bas. Mais non, on est trop ça n'aurait pas eu le même effet, ça n'aurait pas eu le même impact. Au contraire, on est très contents. Je sens que je perturbe le protocole. Pas du tout, il n'y a pas de protocole. Donc, Monsieur le ministre, j'étais en train d'évoquer avec Laurence Parisot et la vision que la recherche et la recherche agronomique française peut avoir de l'avenir de l'élevage au niveau de la planète et donc et au niveau de l'Europe et au niveau de la France. Et donc, ce que j'évoquais, excusez-moi pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais de façon résumée, c'est qu'on ne pouvait pas envisager d'agriculture durable à l'horizon 2050 sans élevage, pour toute une série de raisons qui ne sont pas que culturelles, économiques, sociales, mais qui sont aussi biogéochimiques pour le bouclage des cycles. Que c'est là-dessus qu'on travaille et qu'on va avoir, si on veut pouvoir nourrir 10 milliards d'habitants sur la planète de façon durable, quand même à faire évoluer les régimes alimentaires. Dans les pays du Nord, consommer moins de protéines animales, plus de protéines végétales. Ça tombe bien, il y a aussi des plans en faveur du développement des protéines végétales. Plus de protéines animales au sud, notamment en Afrique subsahélienne. Et que si on arrive à concevoir des transitions, c'est ça qui est souvent le plus compliqué, des trajectoires pour nos éleveurs, pour les filières, on aura la possibilité, je pense, d'avoir des filières d'élevage qui auront encore un meilleur impact environnemental, qui seront plus rémunératrices pour les éleveurs. C'est là-dessus qu'il faut travailler, comment on recrée de la valeur. L'exemple qui a été présenté juste avant, des poulets de louer engagés dans la démarche bien-être animal, nous montre que c'est très efficace, que ça permet de sécuriser les revenus, mais pas de les augmenter. Et donc, on travaille sur ces questions, sur ces sujets. Voilà, peut-être en quelques mots, Laurence, pour ouvrir le débat. Merci beaucoup, Philippe. On reviendra sur certains des points, mais je propose de vous donner la parole, Marie-Thérèse, pour que vous nous expliquiez votre point de vue. Et ensuite, je vous poserai des questions à tous les deux, mais le ministre pourra intervenir aussi à tout moment dans les questions. Poser des questions. Merci à vous. Donc peut-être me présenter tout d'abord et vous remercier de votre invitation. Merci déjà je voulais vous faire part de l'émotion qui est la mienne de pouvoir intervenir ici, dans ce lieu, parce qu'en tant qu'éleveur, le fait de pouvoir intervenir à la Sorbonne est quelque chose d'assez improbable en tant que tel. Et le fait de le faire dans ce cercle d'invitation où je suis avec des organisations welfaristes qui nous invitent. Je pense que si vous m'aviez posé la question il y a 2 ans, je pense que je vous aurais dit également que ça aurait été improbable. Donc
on chemine. Très bien. Voilà. Et donc, pour me présenter, je suis éleveur en Vendée sur une ferme familiale avec mon mari. Nous avons une centaine d'animaux, 55 vaches laitières. L'alimentation est produite principalement sur la ferme et les vaches ont accès à la pâture. Et je ne suis pas une exception. 85% des systèmes laitiers français sont sur cette base. Et peut-être de vous dire aussi que ça fait 30 ans que je suis sur l'exploitation avec mon mari et il y a eu des évolutions en termes de période, par exemple du pâturage, parce qu'il y a le réchauffement climatique. On ne fait plus pâturer les mêmes mois que quand on est arrivé sur la ferme. C'était juste faire une petite parenthèse pour dire que c'est un monde de vivants et qu'on se doit d'évoluer avec les éléments autour de nous. Je suis engagée pour représenter les éleveurs au national depuis maintenant 10 ans. Et malgré ça, chaque jour, je suis préoccupée de ce qui se passe sur la ferme, même si je ne suis pas physiquement. Donc, c'est aussi d'évoquer qu'avoir un élevage, c'est aussi quelque part une charge mentale et qu'il faut aussi pouvoir l'entendre. Merci de ces échanges que nous faisons aussi dans le cadre de la filière laitière avec l'OABA, CIWF, Wellfarm et vous, LFDA, dans nos travaux de concertation. Vous nous faites avancer et je souhaite aussi que nous fassions mieux connaître les enjeux qui sont les nôtres. Et nous avons construit une démarche de progrès autour du bien-être animal qui a été basée sur ces indicateurs qui eux-mêmes ne viennent pas de nulle part, mais de la méthode Welfare Quality. L'objectif qui nous a porté, c'est d'engager 100% des éleveurs dans un diagnostic d'ici 2025. Donc c'est quelque part ambitieux, mais aussi de vous dire que c'est une démarche de progrès associée. Nous avons mis en place un cadre d'évaluation, mais chaque éleveur garde la main sur la façon d'y répondre. C'est-à-dire que nous souhaitons rester dans des systèmes de production différents et c'est la valeur pour nous d'être dans des systèmes différents de production pour pouvoir aussi aller à des produits différents, parce que je pense que vous savez que la France, avec sa diversité de produits laitiers, elle est possible aussi parce qu'il y a des façons de produire du lait différentes. Par contre, par rapport à ce que j'ai entendu depuis ce matin, parce que j'ai la chance d'être là depuis tout à l'heure, c'est que je vais sans doute être un peu en rupture avec ce qui a été dit sur l'étiquetage, parce que l'engagement que nous avons pris dans la filière laitière, c'est que le bien-être animal fait partie de notre métier d'éleveur, et que ce n'est pas négociable ni segmentant. C'est une valeur socle. Et dans cet esprit, la filière laitière n'est pas favorable à l'étiquetage bien-être en tant que tel, mais qu'il est induit en termes d'éthique dans notre production. Alors, évidemment, une position comme celle-ci, elle induit que le socle de valeur, il intègre aussi une valeur économique. Et qu'il doit y avoir une interface entre le fait de prendre des engagements et d'avoir un retour économique sur le produit. C'est effectivement indispensable et à ce stade, il reste des choses à faire. Et là, je me permettrai de faire aussi la petite parenthèse sur le fait que nous avons une loi Egalim qui est en chemin mais qui n'est pas complètement encore aboutie et on a beaucoup d'attentes en tant qu'éleveur qu'elle continue à produire des effets au niveau économique. L'avenir de l'élevage, puisque c'était la question. Pour nous, c'est la diversité des modèles laitiers qui reposent aujourd'hui sur un historique. Donc je vais juste vous prendre une minute pour vous dire que moi, je suis née dans la génération des quotas laitiers en tant que professionnelle. Je suis rentrée dans le métier dans ce champ-là. Et comme sans doute beaucoup de politiques publiques, les politiques produisent les effets pour lesquels on les fait, mais elles ont aussi des effets induits. Et dans ce cadre-là, nous avons eu aussi pu conserver, avec la mise en place des quotas laitiers, une certaine répartition territoriale de la production laitière, qui n'a sans doute pas été vraie, y compris chez certains de nos voisins européens, et conserver une diversité des modèles de production. Mais désormais, nous sommes à la croisée des chemins. En tout cas, nous estimons que nous sommes à la croisée des chemins. On partage ce qu'a dit tout à l'heure Philippe, évidemment, sur le fait que l'élevage est utile pour répondre à l'enjeu agricole et à l'enjeu alimentaire à venir, mais que pour donner envie aux jeunes d'entrer dans l'élevage,
il faut aussi un contrat de société où ils se sentent reconnus dans leur travail, à travers le produit et en tant qu'acteurs du territoire. C'est une relation avec l'entourage qui donne l'envie de progresser. Aujourd'hui, j'arrive à la fin de ma carrière et moi aussi j'ai des enfants. J'ai des enfants qui expriment les mêmes attentes qui sont les vôtres sur le besoin de transparence, le besoin de challenge pour répondre aux enjeux climatiques, aux enjeux bien-être animal. Ils ne sont pas différents des autres, on ne vit pas dans une bulle. Mais pour donner envie, il faut donner de la valeur aux choses. On ne peut pas porter une exigence sur le produit, sur le bien-être animal, sur l'environnement, sans y mettre quelque part aussi une valeur à ce que l'on fait. Ça ne peut pas être tout et en même temps d'être dans le challenge de la compétition mondiale. Et donc, vous avez entendu aujourd'hui que nous sommes engagés à répondre aux attentes sociétales. Et si l'enjeu économique et social n'est pas atteint, le renouvellement des générations ne se fera pas ou se fera peu. Vous continuerez à consommer et à pouvoir consommer des produits laitiers, du lait, mais sans doute que vous verrez moins de vaches dans le paysage et que ce ne sera plus les Français qui le feront. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci Marie-Thérèse, parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans votre intervention et donc beaucoup de sincérité. On sent que tout ça vous tient à cœur. Avant de me retourner vers Philippe, j'ai une question qui est peut-être un peu audacieuse à vous poser, mais pour qu'on se comprenne mieux entre nous tous, puisque c'est l'objectif d'un colloque de ce type. On est plutôt welfariste, effectivement, à la LFDA, mais il y a pas mal d'associations, et je les remercie d'être là, qui sont dans la salle et qui, eux, sont plutôt des abolitionnistes. Mais vous voyez que tout le monde se parle, comme distributeurs et producteurs se parlent. Je sens que vous êtes attaché à votre ferme et à votre exploitation, et je suis sûre que vous devez être attaché à vos animaux. Bien sûr. Je ne me trompe pas. Tout à fait, vous ne trompez pas. Alors, expliquez-nous comment vous faites quand vous êtes obligé de les faire partir vers l'abattoir. Alors, je vais vous décrire comment ça se passe pour moi. Parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens ont besoin de comprendre. En fait, si vous voulez, je m'organise pour pas forcément être là. C'est une réponse honnête. Vous me demandez, je vous réponds. Mais après, je veux juste quand même pouvoir dire autre chose. C'est que quand on est éleveur, on prend soin. Pour moi, c'est la même définition. Élever, c'est prendre soin. Et c'est important pour nous, dans le cadre des filières et dans le cadre de l'éthique de notre métier. Par rapport à ce qui a été dit ce matin, j'ai beaucoup apprécié les éléments qui ont été donnés par rapport au fait qu'on puisse aussi faire évoluer les choses dans les abattoirs. C'est très important pour nous, parce que ça donne du sens à ce que l'on fait. C'est-à-dire qu'on fait un produit qui est consommé, donc c'est une grande responsabilité de faire de l'alimentation. Ce n'est pas un produit banal, c'est important. Mais il faut aussi que les efforts que nous faisons et que nous allons continuer à faire de façon plus importante pour répondre aux attentes, parce qu'on produit pour un marché, mais le marché, s'il attend plus de bien-être animal, il faut qu'on puisse y aller. Et avec les éléments que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire que ça n'est pas isolé d'autres choses, c'est à l'intérieur de toute cette valeur, il faut aussi effectivement qu'on fasse évoluer la façon dont on transforme nos animaux, très certainement. Et moi, j'ai toujours une approche qui est d'un naturel optimiste, et je pense qu'il ne faut pas juger par rapport à ce qui a pu se faire, parce qu'on le fait avec des éléments d'aujourd'hui et le contexte était différent avant. Et donc le contexte qui va arriver, si chacun prend intérêt et cause pour que ça soit fait différemment, ça sera d'autant plus facile pour nous. Voilà. Bien, voilà une réponse optimiste, merci beaucoup. J'ai une question pour vous, Philippe, parce que si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit tout à l'heure, et parce que vous avez d'emblée positionné l'enjeu à l'échelle mondiale, en gros, dans les pays les plus avancés, les plus riches, la consommation de protéines animales
a tendance à baisser, ou stagne peut-être, vous allez me dire. Dans les pays émergents, en revanche, les besoins sont de plus en plus importants, pour des raisons démographiques, mais aussi parce que ces pays accroissent leur niveau de richesse. Ça veut dire que toutes ces problématiques-là doivent être regardées, pas simplement au niveau local ou national, mais toujours aussi au niveau mondial. Et tout à l'heure, en même temps, on disait on ne peut plus signer les grands accords commerciaux comme le CETA ou d'autres parce que les critères de bien-être animal ne sont pas respectés. Comment vous résolvez cette équation quasi impossible? Oui, c'est évidemment c'est assez central. C'est une question qui se pose dans d'autres secteurs de l'agriculture engagés dans la transition agroécologique. Je pense que le ministre peut-être l'évoquera. Hein, c'est comment on prépare. On n'attend pas que tout le monde soit aligné sur le bon état d'esprit pour changer, parce que dans ce cas-là, il ne se passera rien. Donc comment la France et l'Europe peuvent bouger en tenant compte d'une compétition économique qui est féroce. Comment on peut aussi essayer de faire bouger le niveau mondial. Ce n'est pas aussi simple que ce que vous disiez en résumé, l'évolution de la consommation. On a des pays d'Asie, et notamment la Chine, qui, au fur et à mesure que le niveau de vie moyen s'élève, consomment de plus en plus de viande. L'Asie, c'est déjà 45% de la consommation de viande mondiale. L'Europe, ce n'est que 15%. Et donc, c'est vrai que là où on peut se faire du souci pour la sécurité alimentaire mondiale en 2050, c'est si l'évolution se faisait sur le niveau nord-américain ou mexicain de consommation, avec tous les pays émergents qui s'alignent progressivement sur ces standards de consommation. Parce que là, ça poserait des problèmes d'accès à la ressource et donc et probablement encore plus d'inégalités alimentaires. Et probablement plus de déforestation encore, alors que c'est déjà, on est arrivé à un seuil d'alerte. Donc il y a bien besoin de ce rééquilibrage, mais je ne suis pas en train de dire qu'il est en train de se passer naturellement. Probablement, il se passe dans notre pays. En France, on a plutôt tendance à avoir une consommation, en tous les cas de viande rouge, qui se réduit progressivement dans le temps, de viande blanche où le contrôle des producteurs qui doit se stabiliser ou un peu augmenter, les protéines laitières sous le contrôle de Marie-Thérèse, je pense, elles sont plutôt relativement stables, mais on a une légère décroissance, mais ce n'est pas le cas de tous les pays du monde. Alors, comment on peut concilier ça pour favoriser des transitions? C'est une question. Je pense qu'il faut qu'on combine des démarches d'appui des politiques publiques. Donc c'est vrai au niveau national, c'est vrai dans la politique agricole commune, qui est quand même un levier pour faire évoluer les pratiques. Il faut que les consommateurs citoyens, on soit les uns et les autres cohérents. Et je pense que c'est possible. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un réflexe bobo qui consisterait à dire oui, on va consacrer plus d'argent parce qu'on en a les moyens à notre consommation. Mais si on se projette dans un régime alimentaire où on va manger moins de viande et moins de protéines animales, on pourra accepter peut-être de la payer un peu plus cher. Elle sera de qualité, elle sera équitable, au sens produite en rémunérant nos éleveurs sur nos territoires, en respectant l'environnement et en respectant le bien-être animal. Ça peut paraître peut-être un peu optimiste, mais en tous les cas, nous, on travaille sur ces modèles-là. Et pour arriver à ces niveaux-là, donc il faut de l'accompagnement public et il faut aussi probablement des traités internationaux qui tiennent compte de l'ensemble des paramètres. Et donc le Premier ministre avait chargé une commission d'experts qui était présidée par un chercheur INRAE avec d'autres collègues, qui ont rendu un avis assez clairement défavorable à la ratification du traité. J'ai compris que c'était aussi la position qu'avaient pris le gouvernement et le Premier ministre. Donc il faut qu'on soit cohérent. Et si on arrive à avoir une vision globale des régimes alimentaires sains et durables pour la planète dans les prochaines décennies et qu'après chaque pays organise ses trajectoires en tenant compte évidemment de ses préférences culturelles, de l'état de ses secteurs économiques, avec une recherche scientifique qui est coordonnée et avec un agenda de transition, des soutiens de politique publique et des traités cohérents, on a un chemin. Voilà, mais ce n'est pas facile. Alors j'ai encore une question qui est très provocatrice, puisque notre question c'est l'avenir de l'élevage. Est-ce que vous imaginez qu'un jour l'élevage puisse disparaître? Alors à l'appui de ma question, je vais vous donner quelques chiffres. L'année dernière, il y a une société américaine qui s'appelle Beyond Meat qui s'est introduite en bourse.
pense que vous en avez un peu entendu parler. Beyond Meat s'est introduit en bourse à 25 $ l'action. Je fais un peu de finance, là, 2 minutes pour changer un peu. 25 $ l'action. C'était en mai 2019, en fait. Ça fait déjà un certain temps. Aujourd'hui, le cours actuel est à 178 $ l'action. J'ai vérifié ce matin. La market cap, la capitalisation boursière de l'entreprise, est de plus de 11 milliards. Alors, je pense qu'elle ne gagne pas encore d'argent. Ça fait partie de la nouvelle façon de faire fonctionner l'économie aujourd'hui. On grandit très très vite. C'est que dans un deuxième temps qu'on se pose la question de savoir si on gagne de l'argent. Mais en soi, le phénomène est intéressant. Il faut le regarder. Et Beyond Meat a d'autres concurrents qui vont certainement d'ailleurs s'introduire en bourse aussi dans les 2 ou 3 prochaines années. Et quelques grands acteurs traditionnels de l'agroalimentaire eux-mêmes commencent à développer ainsi des steaks, de la viande végétale. Ce qui m'intéresse, mais encore une fois pour provoquer la conversation et la discussion, ce qui m'intéresse, c'est que souvent, pas toujours, mais souvent, et même si on n'aime pas le capitalisme, il doit y en avoir dans la salle, souvent les marchés financiers savent bien anticiper les choses. Alors comment vous voyez l'évolution de ces entreprises qui se spécialisent donc dans des éléments qui ressemblent à la viande, qui sont fabriqués à base végétale et qui annoncent offrir des protéines équivalentes à celles qu'on peut recevoir quand on mange de la viande. Je ne sais pas, Marie-Thérèse, Philippe, qui des deux veut commencer? Moi, je peux commencer. Oui. Effectivement, on n'est pas sans ignorer que c'est en chantier et qu'il y a aujourd'hui quelque part une volonté de remplacer l'animal par un processus qui fait qu'on pourrait avoir les effets de manger de la protéine sans que ça en soit vraiment, en tout cas pas de la protéine animale. Ce qui me dérange dans cela, c'est que pour le coup, on est très en rupture avec les attentes qu'on entend, nous, de la société, c'est-à-dire que là, on reste dans quelque chose qui est très industrialisé, qui met en place une modélisation internationale, c'est quasiment comme si on nous disait, la concurrence déloyale qu'on vous a appliquée pendant des années et qu'on nous applique encore en disant quel que soit l'endroit du monde où c'est produit, à la fin c'est le prix qui compte, et que dans le même temps on attend de nous beaucoup de choses sur la façon dont on travaille sur nos fermes, sur l'environnement, sur le bien-être, sur le respect des cycles, et que là on fait complètement abstraction de ça et on dit on va juste vous remplacer par un truc qui est industriel. Et voilà, très franchement, ça m'interpelle et je me dis que c'est sans doute aussi en rupture avec ce que j'entends aussi par ailleurs, y compris des personnes qui prônent le fait qu'on puisse manger sans manger d'animaux. Est-ce que ça veut dire qu'on peut manger sans manger d'animaux en restant dans un processus totalement industrialisé? Pour le coup, c'est quelque chose, quelque part, quelque chose qui ne matche pas pour moi. Je ne comprends pas tout bien. Voilà, je comprends le paradoxe que vous soulignez. C'est un vrai paradoxe que je n'arrive pas encore à éclairer. Oui, et puis pour ce qu'on connaît des process de production de Beyond Meats qui utilisent qui font de la culture de tissus animaux pour reproduire l'équivalent donc de steak. Les conditions d'utilisation d'hormones pour la production des tissus sont pas pour nous complètement claires, mais ça mérite d'être expertisé dans la recherche. Il faut regarder tout sans a priori. Dans tous les cas, il n'y a pas de données qui soient d'un point de vue à la fois sanitaire, modèle de production, type de consommation, comme le disait Marie-Thérèse, qui, à mon avis, répondent aux enjeux. Et je trouve ça paradoxal parce que nous, on est favorable à la consommation de protéines végétales.
Et on mange les uns et les autres, on fait l'expérience de délicieux repas dans les restaurants végétariens qui sont faits avec des protéines végétales qui peuvent être produites localement en France sans engraisser des start-up américaines qui font des levées de capitaux gigantesques. Pour le moment, ceux qui gagnent de l'argent, c'est les investisseurs et c'est évidemment ni les paysans puisqu'il n'y en a plus et je ne suis pas sûr que ce soit les citoyens. Donc moi je suis très réservé, mais bon après nos scientifiques regardent. Si demain on se rend compte qu'il y a des produits extrêmement utiles pour la nutrition de l'homme et de la femme qui peuvent être faits par cette voie-là, pourquoi pas. Mais bon. Bien, écoutez, sur cette interrogation futuriste, je propose d'ouvrir le débat avec la salle, sachant que si le ministre l'accepte et avant son discours, on peut à la fois poser des questions à nos intervenants et au ministre aussi, s'il en est d'accord. Bien sûr, bien sûr.